on se retrouve ce soir pour un nouveau format. Alors cette vidéo est un peu différente. Je dis nouveau format parce que je vais essayer par petites touches, petit à petit, de me montrer un petit peu différemment. Voilà, hein. Même si pour moi ça n'est pas un exercice facile. Vous verrez que dans le courant du mois de septembre, plutôt fin septembre, je vais essayer de mettre en place ce nouveau décor de manière un petit peu plus régulière, pas forcément toutes les semaines, mais de manière un petit peu plus régulière. Cette vidéo-là, elle va être proposée uniquement en français, parce qu'elle concerne les Espagnols, en fait, ont déjà une bonne connaissance de ce dont je vais traiter, les Français beaucoup moins. Alors j'ai pris des notes que j'ai ici sous les yeux, donc vous m'excuserez déjà par avance si de temps en temps je jette un petit coup d'œil à ce que j'ai écrit et que je regarde pas forcément la caméra, donc je tiens déjà à m'en excuser. De temps en temps, vous verrez en incrustation, ici ou là, je sais pas, ça sera la surprise. Il faut que je fasse attention, donc ici c'est sur votre gauche, ici c'est sur votre droite, alors que en réalité c'est pour moi inversé, mais bon. Pour l'instant, mon compagnon à quatre pattes me laisse tranquille, mais c'est possible aussi qu'il apparaisse. Il aime bien être présent lorsque je tourne les vidéos. Mais écoutez, voilà. Donc, pour ce qui est du sujet de ce soir, eh bien, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Le sujet concerne une question que certains peuvent se poser, que moi, en montant, je me suis posé, c'est le sujet sur l'écartement espagnol, l'écartement ibérique. Alors, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais l'Espagne possède un écartement bien plus large que l'écartement international qui est utilisé en France et dans beaucoup de pays dans le monde. L'Espagne possède un écartement bien plus grand. Alors l'écartement international, qu'on appelle écartement UIC, est de 1435 mm, et l'écartement ibérique, qui est utilisé en Espagne, mais pas seulement, mais surtout en Espagne, est de 1668 mm. Donc il y a plus de 200 mm de différence. Sur certaines images que je vous mettrai en incrustation, vous voyez que ça se voit quand même de manière assez importante, notamment lorsque les deux écartements sont présents. Voilà. Donc pourquoi un double écartement? Pourquoi un écartement ibérique, un écartement plus grand? Donc, il est appelé, l'écartement ibérique est appelé traditionnellement en Espagne l'écartement à 6 pieds castillan. C'est une mesure qui s'appliquait essentiellement au XIXe siècle. En effet, il est caractéristique cet écartement de l'Espagne, mais aussi du Portugal. Il faut savoir que le Portugal a appliqué le même écartement que l'Espagne, à quelques variations près. Donc, il est plus large de 233 mm, cet écartement. Il s'est avéré, notamment au XXe siècle et jusqu'à maintenant, être très pénalisant pour le développement de l'économie espagnole, puisque le transit de marchandises était compliqué. Hein. Le réseau espagnol, notamment, qui se connectait au réseau français, essentiellement par les deux zones maritimes de bord de mer, côté Méditerranée avec la frontière Cerbère et Portbou, et côté Atlantique avec les deux villes frontières d'Irún et d'Hendaye. Vous pouvez, enfin pour ceux qui connaissent un petit peu ce coin-là, les deux gares avaient des voies de service, avaient un faisceau de voies de service pour les marchandises extrêmement important, puisque ça nécessitait un transbordement malheureusement dans un premier temps. Après, d'autres systèmes ont été mis en place, mais dans un premier temps, il fallait tout simplement décharger les wagons pour les recharger sur des wagons à écartement ibérique ou inversement. Et donc, c'était assez pénalisant pour l'économie espagnole, essentiellement. Donc, voilà, cet écartement-là, il a posé problème. Bien qu'il ait été construit dès le départ, hein, dès la création des chemins de fer, et les dernières lignes construites à l'écartement ibérique en Espagne
l'ont été à peu près dans les fin des années 60, pour les toutes dernières. À cette époque-là, déjà, il y avait quand même déjà on réfléchissait à contourner le problème, hein, même si, voilà, comme je vous l'ai dit, la toute dernière ligne, je crois que c'était la ligne directe Madrid-Burgos, qui a été construite à l'écartement ibérique, alors que déjà, cet écartement-là posait problème déjà depuis quelques dizaines d'années. La première solution qui a été trouvée, c'est un système, pour essayer de contourner le problème, c'est un système qui a été développé par l'entreprise espagnole Talgo. Elle a mis au point des rames Talgo à écartement variable. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait, notamment au point frontière Atlantique et Méditerranée, un système de changement d'écartement, de variation d'écartement des essieux, pour pouvoir continuer le trajet avec le même matériel. Voilà. De nos jours, ça continue d'être utilisé en Espagne. Au point frontière, ça ne l'est plus, hein, du tout. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? De nos jours, donc, comme je l'ai précisé, une grande partie du réseau espagnol et la totalité du réseau portugais donc, est à écartement ibérique, large. Seulement, voilà, l'Espagne, depuis, c'est pas encore le cas du Portugal, mais l'Espagne, depuis 1992, avec l'inauguration de la première ligne et jusqu'à maintenant, a développé un réseau à grande vitesse à l'écartement UEC, écartement standard. Et ce réseau à grande vitesse, qui, je crois, avoisine de nos jours les 3000 km, est connecté notamment à la France côté Méditerranée et donc permet des échanges, voilà, sans difficulté, hein, puisque le réseau TGV donc, possède le même écartement que le réseau TGV français. Voilà. Alors on va essayer maintenant un petit peu de revenir en arrière, de faire un petit peu d'histoire. Parce que certains, évidemment, se posent la question et se demandent pourquoi cet écartement-là a été imaginé et décidé par l'Espagne. Alors on entend souvent dire, c'est une légende, certains diront que non, mais on entend souvent dire que cet écartement-là a été décidé par les Espagnols. Il faut savoir que voilà, pour situer un petit peu les premières lignes de chemin de fer en Europe, on va dire que la plupart ont commencé à voir le jour, mis à part l'Angleterre qui a été le précurseur, mais la plupart ont commencé à voir le jour en 1830-1840, à peu près. Et beaucoup, et c'est quelque chose qui s'est vu, qui continue à se voir hein, de nos jours, beaucoup ont estimé, ont dit qu'en fait cet écartement-là a été choisi par le gouvernement espagnol de l'époque, qui avait été traumatisé par l'invasion napoléonienne, qui datait d'une trentaine d'années avant, et qui avait été assez traumatisé. Ça s'est très mal passé, hein. Il y a eu, malheureusement, ça a provoqué une guerre terrible. Mais voilà, ils se sont dit, écoutez, pourquoi pas essayer de trouver une solution pour éventuellement freiner les ardeurs des Français si jamais ils veulent plus tard nous envahir à nouveau. Et c'est vrai que déjà le chemin de fer à cette époque-là, on pressentait qu'il aurait un rôle important, ce qui a été le cas par la suite, qui ne s'est pas démenti. Ils se sont dit on va faire un écartement différent au cas où les Français veuillent remettre ça 30, 40, 50 ans plus tard. On va peut-être freiner un petit peu leur avance en leur rendant la vie un petit peu plus compliquée. Donc, c'est ce qui s'entendait pendant très longtemps. Mais il faut savoir que ce fait-là est totalement faux. Totalement faux. Dans les années 1840, les premiers chemins de fer donc, se développent en Europe et au Royaume-Uni. Et l'Espagne, à l'époque, elle est comme toutes les autres, hein, elle décide de lancer des études pour développer ce mode de transport. Tous les pays, à peu près à la même période, le faisaient.
On avait à l'époque deux ingénieurs espagnols, José Subercaz et Calixto de Santa Cruz, qui sont chargés de ce dossier par le gouvernement de l'époque. En 1844, ils définissent un premier document sur lequel il est suggéré de choisir l'écartement de voie de 6 pieds castillan, qui est de 1672 mm. Ils argumentent leur choix essentiellement par le fait que l'Espagne est un pays beaucoup plus montagneux que la France, notamment, avec ses voisins, et aussi beaucoup plus montagneux que le Portugal. Ils estiment que plus la voie sera large, et plus on pourra faire circuler des locomotives puissantes pour justement faire face au relief important de l'Espagne. De plus, à la même époque, la voie large est déjà développée en Angleterre et en Russie. Donc ce document émet déjà quelques valeurs, puisqu'il préconise des rampes maximum de 10 mm par mètre et des courbes minimum de 280 mètres de rayon. Autre atout selon eux, pour l'importance de cet écartement, c'est qu'il apporterait une meilleure stabilité et, selon eux, une plus forte vitesse, une vitesse plus importante. Donc, malgré le vieil adage qui continue à perdurer de nos jours, qui disait que c'était essentiellement dû à un aspect politique et militaire, eh bien malheureusement, en fait, c'est faux. C'était purement, je dirais, une décision d'ingénieur qui pensait à l'époque que cet écartement large faciliterait le chemin de fer dans la configuration qu'est l'Espagne et qu'était l'Espagne à cette époque-là. Voilà. Donc, déjà, on peut tordre le cou à cette idée reçue, hein, puisque malheureusement, ça n'est pas ce que l'on pense. Pour continuer un petit peu sur l'historique du chemin de fer, une autre étude en 1851 préconise quant à elle, l'écartement russe, qui est un écartement encore différent, qui est de 1610 mm, donc légèrement plus petit que l'écartement ibérique. Mais il faudra attendre le décret royal du 5 juin 1855 pour que soit définitivement adopté cet écartement de 6 pieds castillan et donc de 1672 mm. Durant la deuxième moitié du 19e siècle, l'Empire russe, l'Irlande aussi, l'Espagne, le Portugal construisent donc leur réseau avec un écartement large. Alors j'ai parlé de l'Irlande et de la Russie avec des écartements différents là aussi. En 1900, alors que l'Espagne a déjà développé un réseau de plus de 10 000 km, les premières critiques commencent à être émises par rapport au handicap économique que ça provoque. Donc vous voyez, les soucis d'écartement remontent à très très longtemps. Et ces critiques viennent du plus haut niveau, puisque le roi Alphonse XIII, le chef de l'État de l'époque, estime que plus judicieux de construire les prochaines lignes à l'écartement standard. Cette recommandation ne fera pas le poids face au lobby des puissantes compagnies privées ferroviaires qui, à cette époque-là, fonctionnaient un peu comme en France, toujours à la même période, début du XXe siècle, fin du XIXe, où elles étaient toutes puissantes, c'est elles qui décidaient. Donc on avait, je pense notamment, j'ai en tête 3 compagnies espagnoles, la compagnie Norte, qui, comme son nom l'indique, gérait quasiment toute la moitié nord de l'Espagne, la compagnie MZA, qui gérait, elle, le nord-est et tout l'est, et la compagnie Andaluces, ça c'est pour les 3 plus importantes, il y en avait d'autres, qui géraient toute l'Andalousie, avec tellement de poids, et qu'elles décidaient en fait de ce qu'elles souhaitaient faire, et elles ont continué à développer leur réseau à l'écartement ibérique. Cette norme ibérique, donc de 6 pieds castillan, elle ne sera pas appliquée de manière totalement rigoureuse sur de nombreuses lignes, puisque certains concessionnaires britanniques vont utiliser l'écartement de 5 pieds et 6 pouces, c'est-à-dire de 1674 mm, c'est-à-dire 20 mm de plus. Cela n'aura pas d'incidence majeure sur les circulations, puisque, vous voyez, 20 mm de battement ne posera pas de problème, on pourra faire circuler les trains autant sur la voie de 1672 que sur de la voie de 1674. On fait ensuite un bond en avant dans le temps. Nous sommes en mars 1955.
une modification de l'écartement est décidée par la Renfe pour améliorer les conditions de roulement et harmoniser les légères différences qu'il y avait. Donc au fur et à mesure des rénovations de tout le réseau, le nouvel écartement fixé est de 1668 mm. Ça sera l'écartement définitif. Il entre en vigueur, il se nomme alors écartement ibérique, et le précédent écartement ibérique ancien disparaît, sauf sur une ligne qui est la ligne 1 du métro de Barcelone, qui a gardé l'écartement ibérique d'origine. Voilà, il faut le savoir, il existe toujours, sur la ligne 1 du métro de Barcelone. Le Portugal, qui avait décidé quant à lui un écartement de 5 pieds portugais, qu'il va, au fur et à mesure des rénovations, mettre en œuvre, est de 1665 mm. C'est-à-dire qu'il est de 3 mm inférieur à l'écartement ibérique. Il va lui aussi donc l'harmoniser. Et voilà, à savoir que 1665 et 1668 mm, les 3 mm ne posent pas de soucis, même s'il y a très peu de trajets directs entre les deux pays, les rames, sans modification, peuvent circuler d'un pays à l'autre. Le changement, très grand changement, lui, il intervient en 1992, avec la mise en service, comme je l'ai dit en introduction, de la première ligne à grande vitesse espagnole entre Madrid et Séville. Ça correspond aussi à la grande année espagnole qui était l'exposition universelle de Séville, les Jeux Olympiques de Barcelone et Madrid, qui était à cette même année capitale culturelle européenne. À cette époque-là, donc c'était une phase de développement, il y a même eu un projet à la même période qui visait à basculer l'intégralité du réseau espagnol, la totalité du réseau espagnol, petit à petit, à l'écartement UIC international. Bon, au final, soyons honnêtes, compte tenu du coût, mais faramineux, exorbitant, cette décision va être abandonnée assez rapidement. Ça va coûter vraiment beaucoup trop cher. Ensuite, quelles solutions techniques ils ont trouvées pour pallier à ce handicap important? Plusieurs solutions. La première et la moins coûteuse, mais la plus lente, c'était le transbordement au niveau des gares frontières. Pendant très longtemps, ça s'est fait. Donc, c'est vrai que ça a imposé un nombre de voies de service sur les gares frontières espagnoles et françaises important. C'était vraiment des triages assez conséquents pour des gares finalement de petite taille. On trouve de nos jours d'ailleurs les deux plus grandes gares frontières France-Espagne, donc comme je l'ai dit en introduction, entre Hendaye et Irún, et Cerbère et Portbou. Donc ces gares disposaient de à peu près moitié un enchevêtrement de voies de service à l'écartement UIC et à l'écartement espagnol pour justement faciliter les manœuvres de transbordement. Voilà. Une deuxième solution a été mise en œuvre, qui est la solution du troisième rail, et donc de construire des lignes avec le double écartement. Cette solution actuellement est toujours en place, en vigueur, alors sur plusieurs centaines de kilomètres de réseau, notamment pour les lignes TGV qu'on souhaitait prolonger sur de la voie classique vers des villes, vers des destinations terminales, qui ne nécessitaient pas forcément de construire de la grande vitesse. Et donc, sur certaines portions de ligne, on voit de nos jours un double écartement. Voilà. C'est encore en vigueur. Ça se développe petit à petit. Voilà. Il faut savoir que aussi, par rapport à ce double écartement, la politique actuelle de la Renfe et des gouvernements, c'est de mettre en place ce double écartement, de finaliser la ligne qui est en construction ou en rénovation pour continuer à faire circuler des trains à écartement large et ponctuellement des TGV avec l'écartement UIC.
Et lorsque les travaux sont terminés, on supprime l'écartement large pour ne conserver que l'écartement 8C et faire circuler du TGV et du train classique. Voilà. Ça, c'est une solution aussi qui a pu être mise en place. Il y a aussi une troisième solution qui a été mise en place et qui tente à disparaître. Alors sur les points frontières, elle a disparu. Elle continue d'exister, mais de manière très limitée. C'est grâce à du matériel, alors ça peut être du matériel remorqué comme du matériel moteur, possédant des essieux à écartement variable, donc avec un système assez complexe qui réduit ou élargit les essieux, notamment dans les gares, pour continuer le trajet, soit vers de la voie 8C, soit vers de la voie large. Voilà. Donc ça, c'était les 3 solutions qui ont été apportées. Alors, ces solutions-là, c'est vrai que de nos jours, elles permettent de limiter le handicap. Bon voilà, je pense que le réseau maintenant, on sait que les chemins de fer espagnols et les gouvernements successifs espagnols développent de manière importante le réseau TGV. Comme je l'ai dit, il dépasse les 3000 km. Il continue à construire quasiment et à inaugurer quasiment tous les ans des lignes ou des portions de lignes. Je pense qu'à terme, plusieurs lignes classiques, plusieurs lignes à écartement ibérique sont amenées à disparaître ou à être basculées en écartement 8C. Quant à la totalité du réseau, non, je ne pense pas. Il restera toujours un tissu de réseau, un réseau régional qui restera à écartement 8C. Bien que le chemin de fer régionaux, les liaisons régionales en Espagne soient relativement peu développées. Et il restera surtout les trains de banlieue, le réseau de banlieue qui restera à l'écartement ibérique, espagnol, qui lui est par contre très développé dans un tissu de ville assez important, beaucoup plus que chez nous. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur l'écartement ibérique et son histoire. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Voilà, cette vidéo-là va être certainement diffusée hors samedi, même bien que ce soit habituellement le jour que je choisis pour la diffusion de ces vidéos. Écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé et je vous dis à très très vite. Merci.